Marche de la transition, l'ancien Premier ministre Moussa Mara était face à la presse ce matin pour faire le bilan de son appel à sauver la transition. Il s'est surtout penché sur la gestion de la transition par les militaires. 2025 placé sous les signes de la culture au Mali, le président de la transition a officiellement décrété cette année comme celle de la promotion culturelle, une initiative visant à valoriser le riche patrimoine du pays. La série de la semaine y est consacrée et nous voyageons à travers les mélodies dans l'épisode 1. Après les Aigles du Mali, Éric Sékouchel prend les Super Eagles sous ses ailes. Il est désormais le nouvel entraîneur de l'équipe nigériane. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 1945. Un an après son appel à sauver la transition, l'ancien Premier ministre Moussa Mara, à travers une conférence animée ce 8 janvier, fait le bilan de cet appel ainsi que les démarches entreprises dans ce sens. Djeneba Samaki. L'ordre du jour de cette conférence était d'actualiser la situation du Mali face aux défis cruciaux. 5 sujets de préoccupation majeures, à savoir la paix, la sécurité, l'énergie et les questions économiques ont été abordées par l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Le 29 janvier, c'était la décision de nos autorités, avec celle du Burkina Faso et du Niger, de sortir de la CEDEAO. J'estime que cette sortie est tout sauf positive pour notre pays. Cette question de pénurie d'énergie, elle peut être source de grandes difficultés cette année 2025 et elle peut, y compris, déstabiliser la transition si on n'y fait pas attention. Donc encore une fois, sur cette question aussi, il est bon d'avoir un esprit pragmatique. La situation de la dette des fournisseurs a également été abordée, ainsi que les autres difficultés financières et économiques, avec la proposition de quelques pistes de solutions envisageables. Les questions de liberté et les retours à l'ordre constitutionnel ont été passées au peigne fin. La situation des libertés dans notre pays continue à se restreindre. Et je vous assure, cela n'est pas dans l'intérêt de nos gouvernants. Je l'ai toujours dit. Donc là où encore on demande à nos autorités de travailler à ouvrir les espaces. Les exilés politiques, qu'on les laisse rentrer. Ceux qui sont en prison, Rasbach, Rose Vicher, Ben Le Cerveau et autres, qu'on les libère. Prenons la transition telle qu'elle doit être. Travaillons à la terminer de manière heureuse pour ces autorités. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, a indiqué Moussa Mara en appelant les autorités à créer les conditions minimales de consensus, de travailler sur les 5 défis qu'il a énumérés pour une sortie de crise. Si son incapacité à expédier de l'or de sa mine de Loulo-Goungoto au Mali n'est pas résolue dans la semaine à venir, elle devra suspendre temporairement ses activités, tel fut l'avertissement de Barrick Gold au gouvernement malien. Quelques jours plus tard, la société canadienne passe à l'acte. Retour sur la tension entre les deux parties et ce qu'implique une telle décision avec Ibrahim Babi. La décision de Barrick Gold de suspendre temporairement ses opérations au Mali à la suite des restrictions imposées par le gouvernement sur les exportations d'or pourrait marquer un tournant décisif pour le secteur minier malien. Ce bras de fer entre la multinationale canadienne et les autorités de Bamako expose le pays à de lourdes conséquences économiques. Le différend entre Barrick Gold et le gouvernement malien porte sur l'interprétation d'un contrat minier. En réponse, les autorités ont imposé des mesures restrictives, notamment la saisie temporaire des stocks d'or et des limitations sur les exportations, paralysant le complexe minier de Loulo-Gounkoto, l'un des plus grands sites d'Afrique de l'Ouest. Arrestation de dirigeants, retrait de permis miniers, blocage des exportations d'or et d'uranium sont les mesures prises ces derniers mois par le Mali et le Niger contre plusieurs compagnies étrangères. Après des négociations infructueuses, ces dernières annoncent désormais des mesures juridiques. Le deuxième producteur mondial d'or n'est pas le seul à envisager diverses réponses à la pression mise ces derniers mois par le Mali et le Niger sur les compagnies minières étrangères. Barrick a annoncé en décembre avoir soumis une demande d'arbitrage international après le blocage de ses exportations et l'arrestation de plusieurs employés par Bamako.
Avec ces diverses procédures, ces compagnies cherchent avant tout à envoyer un message d'assurance à leurs investisseurs et partenaires, estime Amidou Dramé, avocat spécialisé en droit minier. Au Mali, la pression mise sur Barrick ne concerne pas le développement d'une mine, mais des redevances et impôts impayés. Bamako a lancé un audit des mines d'or qui a révélé en 2023 un manque à gagner de 300 à 600 milliards de francs CFA pour l'État. Alors que la plupart des compagnies opérant au Mali ont déjà signé des accords pour mettre fin aux poursuites, Barrick n'a pour le moment pas trouvé un terrain d'entente avec les autorités. L'avenir de l'industrie minière au Mali est aujourd'hui attaché à une volonté politique d'apaisement. Une absence de solution rapide pourrait entraîner des répercussions bien au-delà des frontières maliennes, impactant toute la sous-région ouest africaine, fortement dépendante des exportations de ressources naturelles. Au Mali, des événements, festivals et projets structurants sont attendus tout au long de l'année pour faire rayonner la diversité artistique et culturelle. En effet, 2025 est décrété l'année de la culture et nous dédions notre série de la semaine à cette riche culture. Épisode 1, rôle et la place de la musique dans la valorisation du patrimoine culturel. Soumaïla Fani. Le Mali est l'un des pays africains dont sa recherche culturelle est vantée à l'intérieur comme à l'extérieur du continent. L'un des piliers de cette richesse est sa musique qui permet de faire une réelle démonstration de ses valeurs culturelles à travers des chants, des danses, mais aussi des instruments à l'image de la société malienne. La culture, les acteurs culturels, les hommes de la culture sont d'abord les premiers soldats de ce pays. Et on a toujours dit qu'on peut perdre tout, il ne faudrait pas qu'on perde notre culture, parce que si nous perdons notre culture, c'est catastrophique. Et jusque-là, il y a des gens qui se battent pour maintenir ça, pour amener cette valeur internationalement et même le faire valoir nationalement. Donc la musique joue un très grand rôle parce que ça nous a permis de nous maintenir, au moins d'apaiser les cœurs. Le vrai militaire est galvanisé par les sons de la musique. On l'a su depuis le début des indépendances quand les Bazoumana Sissoko, les Lamissa Bengali, c'était des gens qui donnait l'amour du pays, qui montrait la valeur de notre culture. Aujourd'hui, même si la musique malienne est influencée par la modernité avec des instruments musicaux, l'originalité de sa musique reste basée sur la promotion de la diversité culturelle du pays. Le Mali a une vraie diversité culturelle. Parce que tu prends la zone de Sikasso, la musique c'est sur le balafon, le bolon, le chichara, mais quand tu vas vers le nord, le sonrail, chez les orailles, c'est le takamba, qui n'a rien à voir avec le sud, sans parler du les vercailles, le dansa, le dansani, ainsi de suite. Il y a une vraie diversité culturelle, donc qui n'est pas chantée pas seulement par des griots. Même des nobles le font. C'est un métier, c'est une fonction, c'est une industrie. De nombreux artistes reconnus sur le plan international portent haut le flambeau musical malien sur les grandes scènes culturelles mondiales. Vous allez voir que dans toutes les grandes rencontres mondiales, il y a soit Habib, soit Salif Keita, soit Bassegou, ainsi de suite. C'est parce que ils ont fait de la musique, notre musique là, ils n'ont pas fait de la musique commerciale, mais la musique culturelle. Ça veut dire quoi? Leur création artistique, leur arrangement musical se fondent sur les valeurs culturelles que nous avons. Tout au long de l'histoire de cette musique malienne, les artistes ont développé une palette variée entre tradition et modernité. Le Mali est l'un des pays africains avec le plus d'artistes travaillant pour des maisons de disques américaines. Ce mardi 7 janvier, une bonne partie du marché de Bankas est partie en fumée. Les explications de Paul Yapinguesson. Ce mardi 7 janvier 2025, jour de foire hebdomadaire, un incendie s'est déclaré dans une station-service située au marché de Bankas. Bien que les dégâts matériels soient considérables, aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Court-circuit, accident, défaut de sécurité ou incendie criminel. Plusieurs hypothèses circulent concernant cet incident qui a ravagé le marché de Bankas dans la région de Bandiagara. Les dégâts étaient très énormes. Il y a 6 boutiques entièrement calcinées.
et 6 blessés. Bon, à peu près 8 blessés, dont 2 graves. Oui, il y a des motos, il y a 4 tricycles et 8 motos, 8 automotos entièrement calcinées aussi. Bon, c'est involontaire, hein. C'est involontaire parce que même les vendeurs n'ont pas pu exactement déterminer la cause même de l'incendie. Ils disent qu'ils ont vu seulement du feu sous les pieds et ça s'est agrandi comme ça. Aucune perte en vies humaines n'est à déplorer, mais l'on dénombre plusieurs dégâts matériels. S'en est suivi un élan de solidarité de la part des autorités locales. Donc, les différentes autorités ont fait des interventions. Les blessés ont été admis au CCRF. Ils ont été pris en charge. Actuellement, on est à la phase enquête parce que le dossier a été transmis à la justice. On a ordonné au commissariat de faire les enquêtes. Donc, on est à cette phase. Pour soulager les victimes, nous, on a fait appel à des ONG qui interviennent dans le domaine de la gestion des risques et catastrophes pour les informer vraiment des dégâts. Donc, et aussi à leur niveau, ils sont dans des rencontres, voir les appuis possibles qu'ils peuvent faire. Donc, pour le moment, on est à ce niveau. La situation a provoqué un vent de panique au sein de la population qui a assisté impuissamment à la propagation des flammes. Sur un tout autre plan, les sommets entre l'Afrique et les puissances mondiales ne s'alignent pas sur les priorités de développement du continent. C'est ce qui ressort d'un récent rapport qui a analysé les impacts des différents sommets pour l'Afrique. Aminata Keita. Sommet France-Afrique, États-Unis-Afrique, Russie-Afrique, Chine-Afrique, l'Inde, la Corée, l'Italie, j'en passe. Voici autant de pays qui, de façon régulière, organisent des sommets avec les pays africains. Des sommets qui sont toujours soldés par des annonces d'intention d'investissement et des signatures d'accords pour plusieurs milliards de dollars. Selon un récent rapport publié par l'agence Ecofin, rien qu'en 2024, ce sont au moins 83,5 milliards de dollars de promesses d'investissement qui ont été faites lors des sommets internationaux entre l'Afrique et les pays étrangers. Par contre, le rapport indique que les accords signés lors de ces forums s'alignent essentiellement sur les priorités stratégiques et géopolitiques des pays hôtes et perpétuent des dynamiques de partenariat déséquilibrées qui ne favorisent pas la transformation économique et le développement durable de l'Afrique. Plus loin, selon Ecofin, depuis 2000, plus de 770 milliards de dollars d'intentions d'investissement ont été annoncés par les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, l'Inde, la Russie, l'Arabie saoudite lors de principaux sommets dédiés à l'Afrique. Mais bien que ces sommets réunissent un continent face à un seul partenaire, la position avantageuse de l'Afrique est pour la plupart compromise par les intérêts parfois divergents, voire concurrents entre les 54 pays d'une part. D'autre part, ces accords d'investissement et de financement aggravent l'endettement du continent. De plus, certains pays comme les États-Unis interdisent formellement aux Africains d'imposer des exigences de réalisation telles que des règles sur le contenu local, des obligations de création de co-entreprises ou encore des exigences en matière d'exportation dans leurs traités d'investissement bilatéraux. Selon Ecofin, les accords de coopération signés avec les puissances étrangères tendent à perpétuer un système économique extraverti qui ne favorise pas l'industrialisation, la création d'emplois ou encore le transfert des technologies vers l'Afrique. Ainsi, le rapport recommande aux pays africains de tenir des réunions préparatoires avec leurs partenaires afin de déterminer à l'avance les projets présentant un intérêt mutuel pour les deux parties, d'unir leurs voix pour négocier en position de force et mettre en place un comité de suivi des projets annoncés afin de déterminer lesquels sont effectivement réalisés et pour quel impact. Nous en parlions dans nos précédentes éditions. La 6e journée du championnat national qui a débuté le lundi 6 janvier s'est clôturée hier mardi 7 janvier avec 2 rencontres au menu. L'AS Bakaridja a pris le dessus sur l'AS Police 2-1 et l'US Bougouba faisait face aux Étoiles du Mandé qui se sont inclinés 5-2. Dans le cadre de cette 6e journée, le choc entre le Stade malien et le Djoliba AC a ultérieurement été reporté. Les deux clubs représentent actuellement le Mali dans les compétitions africaines CAF. Je vous l'annonçais en titre, l'ex-sélectionneur du Mali vient d'être nommé nouvel entraîneur du Nigeria. La nouvelle a été rendue officielle hier mardi 7 janvier 2025. Assetoumani Koulibaly nous donne plus de détails. Après 2 ans à la tête des Aigles du Mali, Éric Sékou Chel a été remercié de son poste de sélectionneur national. Depuis lors,
Shell évoluait en pige au MC Oran en Algérie avant de prendre un nouvel envol avec la sélection nigériane de football. Une nomination qui vient à point nommé pour les Aigles du Nigeria qui traversaient une période d'instabilité depuis le départ de José Peseiro. Elle constitue également une belle revanche pour le sélectionneur qui a été limogé par la Fédération malienne de football. Donc Éric Séguchel, si il parvient à avoir cette chance-là aujourd'hui, moi je pense que c'est le travail. Mais moi je lui conseille, le Nigeria est un pays, je ne dirais pas un pays plus fort que le Mali, mais un pays qui a des Coupes d'Afrique, alors que le Mali n'en a pas d'abord. Donc Nigeria a un bon passé plus que le Mali. Donc Eric n'a qu'à se méfier, Les principaux défis pour le nouvel sélectionneur des Super Eagles sont la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais également à la Coupe du Monde FIFA 2026. À noter que la nomination a déjà pris effet, Éric Séguchel devrait très bientôt quitter l'Algérie pour Paris avant de s'envoler pour le Nigeria. Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.